Depuis sa création, la Terre ne cesse de se transformer. Des collisions inouïes ont créé nos continents. Des forces colossales ont soulevé des planchers océaniques qui sont devenus des montagnes grandioses. Ces forces tectoniques se manifestent aujourd'hui encore à coups d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre et de tsunamis. La tectonique sculpte nos paysages, modifie le climat, efface les mers et peut anéantir la vie. L'histoire de l'Océanie est celle de la Terre tout entière. Sur le plus petit des continents, des scientifiques ont trouvé les traces des premières formes de vie à qui nous devons notre propre existence. Soudée à l'Antarctique pendant des millions d'années, l'Australie est aujourd'hui un monde d'une stabilité extraordinaire. Ses voisins n'ont pas cette chance. La Nouvelle-Zélande est périlleusement à cheval sur 2 plaques tectoniques. Et les îles volcaniques du sud du Pacifique pourraient exploser et disparaître de l'incessante valse des continents. L'Océanie est un gigantesque archipel qui compte près de 25 000 îles. Son histoire débute quelques instants après la formation de la Terre. Au commencement, il y a 4,5 milliards d'années, notre planète était une boule de matière en fusion. Rien ne pouvait subsister sur sa surface, pas même la terre ferme qui se liquéfiait continuellement pour retourner dans la fonderie intérieure de la Terre. Les scientifiques ont toujours cru que les premiers îlots de croûte terrestre sont apparus bien après la formation de la planète, lorsque la Terre s'est suffisamment refroidie. Mais récemment, une découverte en Australie chamboule nos connaissances sur la jeune enfance de la Terre. Simon Wilde, de l'université de Perth, a étudié des cristaux présents à la genèse de notre planète. Lors de la formation des premiers îlots rocheux, de minuscules minéraux se sont cristallisés pour former des zircons. Dès leur naissance, ces cristaux ont subi le volcanisme le plus intense de l'histoire du monde. C'est un véritable miracle qu'ils y aient survécu et que nous puissions les étudier aujourd'hui. Le zircon trouvé par Simon est né il y a 4,4 milliards d'années. Il est la matière la plus âgée de la Terre. Dans sa structure même, il a enregistré tous les événements dont il a été témoin. Il est le premier historien de la Terre. Le zircon a besoin d'une roche granitique pour se développer, donc il nous dit que les roches granitiques existaient il y a 4,4 milliards d'années. Auparavant, les gens ne croyaient pas que la croûte terrestre existait 150 millions d'années après la formation du système solaire. Cela a changé notre vision de la Terre primitive. Au lieu d'être un océan de magma bouillant sous une pluie de météorites, on croit que la Terre avait alors suffisamment refroidi pour posséder des continents, des océans et une forme d'atmosphère. Une atmosphère riche en CO2, mais une atmosphère quand même. On appelle cette période l'âge des ténèbres. Mais avec la découverte de ces cristaux, on peut éclaircir cet âge sombre. Le plus vieux cristal de notre planète vient d'Australie occidentale. Au cours des 2 milliards d'années qui ont suivi la naissance de la Terre, les îlots de croûte terrestre se sont amalgamés pour former les premières terres continentales qu'on appelle des cratons.
Le craton de Pilbara fait partie du bouclier australien. C'est une des régions les plus stables au monde. Au fil de centaines de millions d'années, ce bouclier a servi de gigantesque écrin, protégeant des trésors scientifiques qui autrement auraient disparu depuis longtemps. Martin van Kranendonk connaît la région de Pilbara de fond en comble. Il est un des rares à l'avoir cartographiée. Depuis plus de 10 ans, il cherche des pierres capables de raconter l'histoire de l'Océanie, voire celle de la Terre tout entière. Une des plus belles histoires concernant la jeunesse de la Terre raconte comment notre planète a changé. D'un endroit atroce et primitif où il était très difficile pour la vie de s'implanter, elle est devenue un monde moderne, avec son ciel bleu magnifique et son atmosphère oxygénée, où la vie est très complexe et abondante. Cette transition s'est produite il y a environ 2,5 milliards d'années. Les roches de cette période, qui sont très belles et parmi les mieux préservées au monde, se trouvent juste au nord d'ici, dans la région des Pilbara. On les étudie depuis quelques années déjà, et elles fournissent des réponses à des questions très importantes. Comment la vie a évolué? Et comment nous sommes arrivés ici? Le Pilbara recèle de nombreuses merveilles scientifiques. C'est ici, dans cette région aride, que Martin a découvert des formations rocheuses qui ont transformé la vie sur Terre. Sans elles, l'espèce humaine n'aurait jamais vu le jour. Regardez ces petits bijoux. C'est magnifique, non? Ces formations dans la roche, ici, devant moi, s'appellent des stromatolites. Elles sont formées par des colonies de micro-organismes vivants. Ce qui est intriguant, c'est qu'ils ressemblent un peu aux structures sédimentaires qu'on trouve sur une plage. Vous savez, les ondulations, les vaguelettes que tout le monde voit quand l'eau court sur le sable. Mais en fait, elles sont tout à fait différentes. Quand on les voit en 3 dimensions, elles ont une forme de cône. Initialement, elles croissent à plat, et puis elles grandissent verticalement. Parfois sur des dizaines ou des centaines de mètres. Ce genre d'observation nous aide à distinguer entre la géologie purement physique et quelque chose qui contient des traces de vie primitive. Et n'oubliez pas, ces roches ont 3,4 milliards d'années. Ces roches sont aujourd'hui inanimées, mais il y a 3,4 milliards d'années, elles étaient vivantes. Le monde dans lequel les stromatolites sont nés n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. À l'époque, la terre ferme est souvent volcanique. La Lune, presque aussi jeune que la Terre, est beaucoup plus près, créant des marées d'une violence prodigieuse. Les océans remplis de fer ont une couleur verte. Le ciel, orangé, est saturé de méthane, d'ammoniac et d'oxyde de carbone. Les hommes n'auraient jamais pu survivre dans ce monde. Mais tout change en 1 milliard d'années lorsque les stromatolites envahissent les mers du globe. Vers 2,3 milliards d'années, il y a eu un changement dans l'atmosphère. Elle était riche en dioxyde de carbone et d'autres gaz comme le dioxyde de soufre, provenant majoritairement des volcans. Et puis elle a accumulé de plus en plus d'oxygène. Et l'oxygène n'est pas une molécule qui se forme naturellement. La molécule résulte de processus liés à la vie, par la photosynthèse. La photosynthèse utilise l'énergie de notre beau soleil et l'eau pour fabriquer des corps, du carbone, et puis elle émet de l'oxygène. Les stromatolites n'ont pas seulement transformé l'atmosphère, ils ont gravé leur exploit à même les pierres du craton de Pilbara. C'est ici, juste là. C'est là où on voit le véritable passage d'une terre primitive vers une terre plus moderne. À cet endroit précis, dans cet affleurement, ces roches racontent une histoire aussi importante que celle de l'extinction des dinosaures causée par une météorite géante, il y a environ 65 millions d'années. Ces roches ont 2,5 milliards d'années, et elles témoignent du moment où la Terre, alors en fer gazeux et sulfureux,
a changé à tout jamais en une Terre plus avenante, beaucoup plus moderne. Et ce passage se trouve ici, où vous avez des couches de formation ferreuse, des strates rouges riches en fer virant au gris du silex. Et puis bang! Ici, je peux poser mon doigt sur le passage vers la Terre moderne. Cet affleurement est probablement la chose la plus excitante que j'ai vue en 25 ans. En quelques dizaines de centimètres, il résume le changement fondamental, quand la Terre est irréversiblement devenue moderne. On pourrait croire que l'oxygène libéré par les stromatolites il y a 3 milliards d'années a permis à la vie de foisonner. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. La vie est devenue plus complexe et a commencé à émettre de l'oxygène. Mais l'oxygène, en fait, est un polluant pour la plupart des premiers organismes vivants. Ils ne peuvent prospérer avec de l'oxygène. La vie a évolué pour s'adapter à cette nouvelle réalité chimique. Et étant donné qu'il est plus difficile de créer la vie dans un milieu avec l'oxygène, celle-ci est devenue plus sophistiquée. Cette évolution a pris du temps parce qu'il fallait devenir plus intelligent pour vivre avec ce polluant, l'oxygène, et développer un mode de vie plus complexe. L'œuvre des stromatolites ne s'est pas arrêtée à redéfinir la vie sur Terre. Les micro-organismes qui les ont formés ont repeint les océans verts en rouge. L'oxygène qu'ils ont émis a tout simplement rouillé le fer présent dans les mers primitives. Des particules d'oxyde de fer se sont déposées dans les fonds marins, formant des couches de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Puis, des forces tectoniques colossales les ont soulevées au-dessus des eaux. Ces magnifiques collines rouges contiennent d'énormes quantités de fer disposées en strates. On appelle ces formations des gisements de fer rubané. Ces parois s'élèvent sur plus d'1 kilomètre et montrent, on ne peut plus clairement, l'oxydation causée par les stromatolites. À Shark Bay, sur la côte sud-ouest australienne, on peut observer les descendants des stromatolites qui ont régné sur les mers du globe pendant plus de 2 milliards d'années. En effectuant ce voyage de quelques kilomètres, Martin van Kranendonk fait un bond de plusieurs milliards d'années dans le temps. Le golfe de Shark Bay protège d'étranges formations de calcaire. Ces roches sont formées par l'alternance de couches de minéraux cristallisés et de couches d'algues bleu-vert. Ces structures s'appellent des thrombolites. C'est une espèce de roche vivante formée par des colonies de micro-organismes. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils poussent comme des arbres, année après année, ajoutant couche sur couche, avec de belles formes coniques, car ils poussent vers la lumière pour capter l'énergie du soleil. Ces structures auraient couvert des centaines de kilomètres de fonds marins, parce qu'elles étaient les seules formes de vie. Ils ont couvert les océans entiers et émis une quantité énorme d'oxygène qui a finalement changé notre planète. Jour après jour, les thrombolites de Shark Bay absorbent les molécules d'eau qui les entourent, les défont et libèrent de l'oxygène, comme le faisaient leurs ancêtres les stromatolites. Au nord-est de Shark Bay, des prospecteurs ont envahi le massif d'Hamersley. Ils percent les montagnes et le sol pour connaître la quantité de fer oxydé par les stromatolites il y a des milliards d'années.
90% du fer exploité dans le monde est disposé en strates, comme dans le Pilbara. La quantité de fer trouvée dans ces carottes déterminera si ces collines rouges sont bonnes à être exploitées. 80% des réserves de fer australiennes se trouvent ici, à Hamersley. Avec 12 mines dans cette région, une compagnie minière s'est offert le plus grand réseau privé de chemins de fer en Australie et des villages entiers pour exploiter les gisements rubanés. Chaque année, 100 millions de tonnes de fer sortent des montagnes rouges d'Hamersley. Le minerai est transporté en Asie, où il servira à construire des voitures et des villes. Au fil de milliards d'années, d'autres îlots de terre se greffent au Pilbara. Ensemble, ils forment un immense radeau de croûte terrestre qui fera un jour partie de l'Australie. Mais cet assemblage n'est qu'embryonnaire. Il y a 600 millions d'années, toutes les plaques tectoniques sur lesquelles reposent les continents primitifs s'assemblent en un seul supercontinent, le Gondwana. C'est ainsi que la future Australie se retrouve soudée à l'Antarctique. La rencontre entre l'Australie et l'Antarctique a eu des conséquences jusqu'au cœur de l'Outback, où une nouvelle chaîne de montagnes s'élève, les monts Petermans. Ces sommets sont aussi hauts que ceux des Alpes européennes. 550 millions d'années d'érosion plus tard, voici ce qu'il en reste. Ce petit sommet est peut-être le plus grand symbole de l'Australie. Il se nomme Uluru ou Ayers Rock. À l'origine, Uluru était formé d'immenses dunes de sable. Avec le temps, ces dunes se sont cimentées en une île de grès. Pendant la formation des monts Petermans, la tectonique a soulevé ce grès et l'a tourné dans tous les sens. Certains planchers se sont même retrouvés à la verticale. Comme un iceberg, on ne voit que le sommet d'Uluru. Si la montagne mesure 350 mètres, sa base, elle, est à 6 km de profondeur. Les collisions entre les premières masses continentales ont produit de nombreux cataclysmes et ont transformé à jamais le sud de l'Australie. Jim Gelling, géologue et paléontologue, travaille au South Australian Museum. Maintenant, Yann, un dernier passage. Tu peux revenir un peu? Et si on survolait ce véhicule? Jim se rend sur les lieux d'une découverte exceptionnelle au milieu de la côte sud-australienne. Au pied des collines désertiques des Diakara, Jim et son équipe ont trouvé le plancher d'un océan disparu depuis des centaines de millions d'années. Il y a 550 ou 560 millions d'années, on voyait ici le fond d'une mer peu profonde, avec de la terre assez loin vers l'ouest et le grand large à l'est. Dans cet océan, les sédiments s'accumulent sans arrêt et enregistrent tout ce qui se passe. Mais un jour, le fond marin sera soulevé en plis géants et formera des montagnes. La formation du Gondwana ne cesse de remodeler le paysage. Il y a 550 millions d'années, des masses de terre se percutent et donnent naissance aux Flinders Ranges, la plus grande chaîne montagneuse de l'Australie méridionale. Avec le temps, l'érosion a raboté plusieurs de ces sommets et en a effacé d'autres. Une fois les couches rocheuses supérieures des collines des Diakara érodées,
un monde marin disparu depuis plus de 500 millions d'années est réapparu. Si les Flinders Ranch n'avaient jamais existé, on ne serait pas là. Parce que le seul moyen de voir ces strates serait de forer peut-être jusqu'à 500 mètres, peut-être 5000 mètres. Parce que chaque strate serait souterraine. C'est seulement quand ces strates sont déformées et propulsées vers la surface qu'on peut apercevoir les bords érodés des couches sédimentaires. L'équipe de Jim exhume les pièces du fond océanique. Une fois assemblé, ce puzzle marin nous transporte dans le passé. Sur les morceaux de grès, on peut voir les empreintes laissées par l'ondulation de la mer aujourd'hui disparue. Mais la découverte la plus extraordinaire est celle de traces de vie âgées de 560 millions d'années, laissées par une faune marine insolite. C'est une jolie surface. Ça me rappelle le fond marin qu'on a sur la côte ouest. Mary Droser, professeure à l'Université de Californie Riverside, travaille avec Jim depuis plus de 10 ans. Les deux chercheurs croient que les animaux marins translucides d'Ediacara marquent le début d'une toute nouvelle étape de la vie sur Terre. Si vous vous mettez à quatre pattes, vous pouvez voir la première expérience sur Terre d'une communauté d'animaux marins. Aucun n'avait de colonne vertébrale. Et la conservation des organismes à corps mou est très rare. Quand on pense à des dinosaures, qu'est-ce qu'on trouve? Des ossements. On n'a pas de parties molles. Ce qu'on voit ici, c'est la conservation des parties molles. C'est comme trouver un verre dans la roche. Inimaginable. Mais ici, on a une vitrine très particulière en termes de conservation. Elle montre la première expérience de vie animale sur Terre. L'écosystème d'Ediacara, soulevé par la tectonique, n'a pas fini de surprendre les chercheurs. En voilà une autre. Regarde-moi ça. Il voit la lumière du jour pour la première fois depuis 560 millions d'années. Si vous regardez ce petit bonhomme-là, c'est un Sprigina. Et il était assez commun à l'époque. Quand on le regarde, on dirait qu'il a une tête et un corps. On n'est pas certain, mais quelques personnes ont suggéré que ce machin-là est une ancre et qu'il se mettait debout sur le fond marin. On ne comprend pas très bien, mais c'est sûr qu'il a un corps assez développé et complexe. Cette trace laissée par un fossile fait 1 mm de large. C'est celle d'un organisme tout petit. On ne sait pas lequel, mais on peut voir des sillons sur les bords qui indiquent qu'il se serait déplacé à travers le sédiment. Ces traces constituent la preuve la plus ancienne sans équivoque de l'existence des bilatériens. Et ils nous intéressent parce que nous sommes des bilatériens. On est symétrique bilatéralement et on considère tous les organismes avancés, à part les coraux et les éponges, comme des bilatériens. Les scientifiques pensent que les animaux marins d'Ediacara sont nos cousins les plus lointains. Mais cette faune variée et diversifiée a été anéantie par les changements tectoniques et environnementaux qui sont survenus par la suite en Océanie. Ils auraient tout de même vécu pendant 40 millions d'années. Il y a 250 millions d'années, à plus de 1000 km des Flinders Ranges, la tectonique soulève les Blue Mountains. Les montagnes bleues ont été sculptées par l'érosion pendant des millions d'années. Ces parois abruptes et ces vallées profondes abritent plusieurs espèces de kangourous, dont les kangourous géants, qui comptent plusieurs millions d'individus en Australie. L'existence même de ces mammifères est due à un phénomène tectonique qui est peut-être le plus important de l'histoire de l'Australie. La paléontologue Anne Musser travaille à l'Australian Museum.
Anne est spécialiste des mammifères australiens. En descendant dans cette caverne, elle plonge dans le passé lointain des marsupiaux. Anne a découvert que les grottes de Génolan, situées dans les montagnes bleues, sont des cimetières de marsupiaux. Les grottes sont des pièges parfaits. Vous ne voyez pas les trous si vous êtes un kangourou. Vous sautillez sur la surface, vous ne voyez rien et vous tombez dans un puits, un trou, une grotte. Et vous ne pouvez plus en sortir. Ça alors, c'est un tout petit wallaby de rocher, très jeune, un bébé. Les ancêtres de ces petits animaux ont vécu un périple extraordinaire. C'est très excitant de travailler sur ces marsupiaux australiens. Leurs ancêtres venaient d'Asie. Il y a 150 millions d'années, l'Asie, l'Antarctique et l'Inde font toujours partie du supercontinent Gondwana. À cette époque, les marsupiaux qui sont implantés partout dans le monde sont menacés d'extinction par les mammifères et les dinosaures. Ils sont sauvés in extremis lorsqu'ils migrent vers le bloc Antarctique-Australie qui se sépare du Gondwana. Ceux qui n'ont pu monter à bord de cette arche providentielle seront supplantés par les mammifères qui vont régner en maîtres sur le reste du monde. Il y a un peu moins de 50 millions d'années, l'Australie s'est séparée de l'Antarctique en prenant avec elle une cargaison de marsupiaux, d'ancêtres de l'ornithorynque et d'autres sortes de monotrèmes. Et elle est partie, une arche des antipodes. Les animaux isolés à son bord vont évoluer et devenir absolument uniques. Les descendants de ces marsupiaux n'ont aujourd'hui plus rien à voir avec leurs ancêtres. L'ornithorynque est un des derniers mammifères qui pond des œufs. Et le kangourou est de loin le plus grand marsupial au monde. L'Australie est devenue aride et les animaux ont dû s'adapter. Ainsi, on trouve toutes sortes d'animaux nouveaux. Les grands kangourous, adaptés aux régions arides, et beaucoup d'autres qui ont su évoluer lorsque l'environnement a changé radicalement. L'Australie s'approche de l'Asie et au fur et à mesure, elle entrera de plus en plus dans la zone de moussons asiatiques. D'autres changements surviendront. Les animaux vont devoir s'adapter, mais ça se passe très très lentement. Et ils auront le temps de changer. Après sa séparation d'avec l'Australie, la tectonique a poussé l'Antarctique vers le pôle sud, condamnant les marsupiaux qui s'y étaient réfugiés. La cassure entre l'Australie et l'Antarctique a marqué à jamais la côte sud australienne. À l'extrémité de la plaine de Nullarbor, on peut voir le plus long enchaînement de falaises de la Terre. Ces parois se sont formées lorsque les forces tectoniques ont déchiré le bloc australien-antarctique, créant un rift entre les deux plaques. À quelques pas de là, on peut observer des formations de granit. En Antarctique, des pierres en tout point semblables montrent l'autre côté de la blessure continentale qui ne s'est jamais refermée. Après avoir atteint le pôle sud, l'Antarctique est devenue le plus froid des continents. Au fil du temps, elle a été recouverte d'un épais manteau de glace qui empêche les chercheurs de connaître la nature exacte de son sous-sol. Ce monde glacé, plus vaste que l'Océanie, reçoit très peu de précipitations. En fait, il s'agit du plus grand désert de la Terre. Il va sans dire que la tectonique a complètement transformé l'Antarctique après l'avoir séparé de sa sœur australienne. Mais c'est peut-être en Tasmanie, au sud-est de l'Australie, que la coupure a laissé les traces les plus spectaculaires. À Cap Pilar, l'Antarctique et l'Australie se séparent dans une explosion de lave lorsqu'une brèche s'ouvre dans le sol. Cette lave s'introduit dans le plancher sédimentaire tasmanien. Avec le temps, les sédiments sont emportés par la mer alors que la lave refroidie demeure en place pour l'éternité.
les colonnades de magma de Cap Pilar évoquent les tuyaux du plus grand orgue au monde et rappellent à jamais la séparation entre l'Australie et l'Antarctique. Depuis qu'elle s'est affranchie de l'Antarctique, la plaque tectonique sur laquelle repose l'Australie avance vers le nord à la vitesse ahurissante de 6 cm par an, ce qui en fait la plaque la plus rapide de la Terre. Mais ce voyage n'est pas de tout repos. Au nord-est de l'Australie, la plaque australienne se heurte à la plaque sur laquelle s'étend l'océan Pacifique. On surnomme le pourtour de la plaque Pacifique la ceinture de feu. C'est une des zones les plus fragiles et meurtrières du globe. Imaginez la plaque Pacifique ici et la plaque australienne là, et que les deux entrent en collision. On a un carambolage tectonique au ralenti. Et le résultat, c'est les tremblements de terre, les volcans, les tsunamis, les glissements de terrain, ces montagnes spectaculaires et le plus souvent la mort et la destruction. Hamish Campbell, géologue, est fasciné par la rencontre des plaques pacifiques et australiennes qui s'est déroulée il y a 23 millions d'années. À cheval sur le rift qui sépare ces masses de terre, se trouve un pays, la Nouvelle-Zélande. Sur l'île sud de la Nouvelle-Zélande, les forces tectoniques ont créé une chaîne de montagnes, les Alpes du Sud, nommées en l'honneur de leur équivalent européen. Ce massif est un des plus jeunes au monde. Il est la face visible du combat que se livrent les deux plaques. C'est fantastique. Ces montagnes représentent le rebord occidental mou de la plaque Pacifique. Elles sont en train de se froisser, de se faire écraser contre la plaque australienne qui est beaucoup plus résistante. Elles s'élèvent à une vitesse maximum de 10 mm par an. Et bien sûr, aussi vite qu'elles montent, elles sont érodées à cause des intempéries. La pluie, la neige, la glace. La faille qui sépare la plaque australienne de la plaque pacifique s'étend le long des Alpes néo-zélandaises et traverse toute l'île sud. On appelle cette frontière la faille alpine. C'est une des merveilles tectoniques de la planète. Cette faille est également un lieu où des tremblements de terre peuvent survenir à tout moment. Elle fait subir à la Nouvelle-Zélande 14 000 séismes par année. Quand la faille alpine tressaille, elle peut même soulever les Alpes de plusieurs mètres en quelques secondes. Nous y voilà. C'est un des endroits les plus célèbres de la géologie néo-zélandaise. C'est la faille alpine. On dirait qu'elle a été coupée au couteau. La ligne entre la matière verte au-dessus et les graviers en bas marque la limite de la plaque. Les graviers appartiennent à la plaque australienne et la matière verte au-dessus, c'est la plaque pacifique. Ces roches ont été littéralement extrudées des grandes profondeurs, de 20 ou 30 km sous terre jusqu'à la surface. C'est étonnant, mais on peut suivre cet horizon vert quasiment tout le long de la faille alpine pendant plus de 480 km. La faille alpine n'est pas le résultat d'une collision frontale. En fait, les plaques australiennes et pacifiques coulissent violemment l'une contre l'autre. Regardez ce paysage, c'est complètement froissé. La faille bouge dans ce sens-là. Le côté pacifique va vers le sud et le côté australien va vers le nord. Chaque fois que ça bouge latéralement d'entre 7 et 13 mètres et verticalement d'entre 2 et 4 mètres. C'est considérable. La dernière fois, c'était en 1717.
On pense qu'en moyenne, la faille bouge tous les 200 ou 300 ans. Et c'est basé sur de nombreuses recherches. 1717, ça fait presque 300 ans. Donc, elle va bientôt bouger. Mes collègues disent qu'il y a plus de 35% de chances de voir la faille bouger d'ici 50 ans. C'est ce qu'on prévoit. Et à propos, là, on est sur la plaque australienne et c'est l'endroit où j'aimerais être. Elle est plus stable que la plaque pacifique. À Punakaiki, sur la côte ouest de l'île Sud, on peut observer d'étranges formations rocheuses, semblables à des crêpes empilées les unes sur les autres. C'est la tectonique qui a fait surgir ces galettes de calcaire des fonds marins jusqu'à la surface. Ces formations ont fait germer une théorie dans l'esprit d'Amish Campbell. Son pays aurait-il été complètement submergé avant d'être soulevé au-dessus de l'océan Pacifique ? Peu de scientifiques croient en cette hypothèse pour l'instant, mais Amish est convaincu que la question vaut la peine d'être posée. Nous savons qu'une partie conséquente du Gondwana oriental s'est détachée il y a 83 millions d'années et s'est déplacée vers le nord-est. Et dès lors, elle s'enfonçait. Elle coulait pendant 60 millions d'années. Peu de gens savent que sous l'eau, la Nouvelle-Zélande a une superficie 12 fois plus grande. On appelle ce continent sous-marin Zélandia. Et la Nouvelle-Zélande est la partie supérieure et visible de ce continent submergé. La Nouvelle-Zélande a été littéralement soulevée pendant ces dernières 23 millions d'années. Il y a donc un mystère très intéressant à résoudre. Est-il possible que la Nouvelle-Zélande ait été totalement submergée il y a seulement 23 millions d'années ? Amish sait qu'il doit trouver des preuves irréfutables pour convaincre les scientifiques de son hypothèse. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est revisiter tous les lieux clés en Nouvelle-Zélande qui pourraient me permettre de trouver les échantillons qu'il faut pour résoudre ce problème. La théorie d'Amish aurait été difficile à démontrer il y a encore quelques années, mais de nouvelles techniques de datation permettent aujourd'hui de connaître l'origine précise des roches. La tâche qu'Amish s'est donnée n'est pas mince. Il doit parcourir la Nouvelle-Zélande de long en large et en hauteur pour trouver les formations rocheuses qui ont enregistré le passé de son pays. Ces pierres sont les seuls témoins capables de raconter la submersion possible de la Nouvelle-Zélande. J'aimerais bien aller voir ces calcaires. Vous voulez vous poser sur cette colline qu'on voit devant nous, là ? Amish a choisi de se rendre sur l'île Sud pour prélever des roches sédimentaires qui se sont accumulées dans l'océan pendant des millions d'années. Ces roches trônent aujourd'hui au-dessus des mers. Elles ont été déplacées, plissées et hissées à une altitude de 2000 mètres lorsque les plaques australiennes et pacifiques se sont violemment heurtées l'une contre l'autre. Nous y voilà. Amish espère que les montagnes qui encerclent ce plateau ont protégé les strates rocheuses de l'érosion. Ces formations peuvent lui donner de précieux indices pour soutenir sa théorie. Je vais aller par là, jusqu'à l'amorce de ce ravin. Voici le meilleur endroit pour collecter les échantillons dont j'ai besoin pour analyser les microfossiles.
Ce calcaire est vraiment très pur. Ça doit faire l'affaire. Regardez, une dent fossilisée. Une belle dent de requin. Mais Hamish ne se fait pas d'illusions. Sa mission est herculéenne. L'échantillonnage qu'il a entrepris doit être vaste et précis s'il veut un jour prouver que la Nouvelle-Zélande a été recouverte par la mer. C'était un voyage fantastique, beaucoup mieux que je ne le pensais. On a établi qu'il y a une séquence de roches très épaisse, une histoire fantastique. J'ai hâte d'y amener quelques doctorants pour fouiner un peu partout. On veut décortiquer cette séquence. On va l'attaquer avec toutes les armes dernier cri, comme les isotopes du strontium, et je pense qu'on va pouvoir résoudre ce mystère. Mais ça va prendre du temps. Pour résoudre son énigme, Hamish doit également se rendre sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Cette île subit un phénomène qui la rend particulièrement vulnérable. Sous la terre ferme, la plaque pacifique, plus lourde, s'enfonce sous la plaque australienne. Cette subduction menace constamment cette région. Une éruption volcanique d'une telle importance et sur une aussi grande longueur est très inhabituelle. Mais cela dit, c'est classique avec l'ouverture de la croûte terrestre. Si on déchire la croûte, alors la matière volcanique va monter à la surface. Ici, sur le mont Tarawera, le matin du 10 juin 1886, a eu lieu la plus grande éruption qu'ait connue la Nouvelle-Zélande. Elle a duré 4 heures, tué des centaines de personnes et laissé une blessure de 17 km de long. Sous la surface de l'île Nord, l'activité est incessante. Geysers, sources chaudes, bouillonnement boueux. Toutes ces manifestations démontrent l'instabilité de la Nouvelle-Zélande. Ces eaux géothermales surchauffées viennent d'une grande profondeur, d'environ 1 km ou 2. À ce niveau, elles sont à peu près à 300 degrés Celsius, mais ici seulement à 150 degrés. Il est difficile de croire que la vie est possible sur ce terrain hostile, où l'énergie tente constamment de se libérer des entrailles de la Terre. Depuis près d'un siècle, la chaleur dans le sol de l'île Nord est devenue une richesse naturelle. Cette ressource est canalisée et redistribuée. Elle représente 12% de l'énergie dépensée en Nouvelle-Zélande. L'énergie brute qui émane des profondeurs de la Terre peut être vue en pleine action dans la ceinture de feu, où se trouve 70% de l'activité volcanique de la planète. À l'ouest de l'Australie, l'archipel de Vanuatu est composé de plus de 80 îles volcaniques. Tout comme la Nouvelle-Zélande, ces îles sont situées à la jonction des plaques australiennes et pacifiques. Mais ce qui se passe sous le Vanuatu est exceptionnel. Ici, c'est la plaque australienne qui s'enfonce sous la plaque pacifique. Ce phénomène se produit à la vitesse folle de 15 cm par année. Il y a 3 millions d'années, cette subduction a donné naissance à de nouveaux volcans. Parmi eux, le Yasour. Sous ces airs paisibles, c'est un des volcans les plus actifs au monde. Philipson Bani est né au Vanuatu. Il a transformé sa passion pour les volcans en profession. Aujourd'hui, il se rend au sommet du mont Yasour pour étudier les émanations gazeuses et les bombes crachées par le volcan.
c'est une superbe explosion, mais c'est une petite explosion. Il peut y avoir des activités très fortes, donc des bombes qu'on a ici, c'est le volcan qui les a balancées par ici. Lorsqu'il y a des explosions, il ne faut pas courir, il faut regarder la bombe. Parce que lorsqu'il va arriver, donc on bouge en fonction. Et si on court, la bombe, il arrive derrière nous, et ça, c'est encore plus dangereux. Donc ça pourrait être très frais. Donc on voit bien, mais c'est pas une grosse bombe. Là, ça pourrait être celui-là, donc il est tombé des petits morceaux. Mais on voit que c'est assez frais. Hein. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir des bombes qui tombent. Mais pour l'instant, c'est des petits. Mais si l'activité continue, on voit tout ce qu'il y a autour, hein, c'est pas des si petits. Donc il peut y avoir des grosses bombes qui arrivent ici. À ce moment-là, ça devient dangereux. Depuis plusieurs années, Philipson analyse les fumerolles émises par les 3 bouches éruptives du mont Yasur. La présence de gaz, comme le dioxyde de soufre, lui donne de précieux indices sur les éruptions à venir. Là, je mesure les concentrations de gaz dans le panache. Donc, j'utilise un spectromètre qui travaille dans l'UV et il mesure l'absorption de la lumière. Donc, le soleil passe à travers le panache et la présence de gaz dans le panache va absorber la lumière et c'est ce que je mesure. Donc, je mesure par exemple le SO2 et je mesure aussi d'autres gaz comme le BRO. On a 3 bouches. La bouche A qui est plus à gauche et la bouche B qui est à peu près ici, là. Donc en fait, la bouche A et le B, ils sont à peu près dans le même, comment dire ça, le même semi-cratère, là. Et après, on a le C qui fait plus grand-chose, là, donc tout ce qui est à côté. Ça pourrait être A. Ça, c'est B. On voit, ça éparpille un peu partout. Donc ça vient ici, et ça tombe. La vitesse des bombes crachées par le volcan peut atteindre 700 km/h, ce qui rend les observations particulièrement hasardeuses. Waouh, c'est superbe! On a les deux à la fois. C'est magnifique. C'est le A et le B en même temps. C'est extraordinaire. En étudiant le mont Yasur, Philipson Bani espère un jour être en mesure de prévoir le comportement du volcan et d'anticiper les mouvements des plaques qui ont formé le pays où il est né. Depuis la naissance des premiers morceaux de croûte terrestre, il y a plus de 4 milliards d'années, la tectonique n'a cessé de modeler et transformer l'Océanie. Et le futur du continent n'est pas figé dans le temps, comme cette vague de pierre qui ne tombera jamais. De grands bouleversements sont prévus. Aux 4 coins de l'Australie, des scientifiques, comme le géologue Philippe Ray, s'acharnent à étudier les forces tectoniques qui décideront de l'avenir du continent. Le continent australien est sans doute un des continents les plus stables à l'heure actuelle. Dans les prochaines 10 ou 20 millions d'années, en fait, on va pouvoir s'attendre à un changement dramatique de la géologie sur le pourtour de cette plaque. Sur la bordure nord du continent australien, le processus de collision a déjà commencé. Collision entre la plaque australienne et les continents asiatiques. Si l'on pouvait revenir sur Terre d'ici 10 à 15 millions d'années, on pourrait voir là l'établissement d'une chaîne de montagnes du type Himalaya qui s'étendrait à l'ouest du Bangladesh, à l'est la Chine du Sud. La collision entre l'Australie et l'Asie soulèvera des montagnes ou plongera une partie de l'Australie dans les profondeurs de la Terre. La mémoire du monde, miraculeusement préservée en Océanie jusqu'à aujourd'hui, pourrait alors disparaître à jamais dans le magma terrestre. La tectonique manifestera alors sa puissance, qui décide depuis toujours du sort des continents et de ceux qui les habitent.